Bonjour à tous, on est ravis de vous avoir avec nous pour cette masterclass sur la transformation des compétences. Comment préparer justement, aujourd'hui les talents de demain? Alors on va commencer tous les 2 par se présenter. David, est-ce que tu peux passer du coup à la slide suivante? Je Ouais, pense que bien tu sûr. peux le faire, voilà. Du coup, pour ma part, je suis Victoria Anne. Ça fait 3 ans et demi que j'ai rejoint l'aventure Assess First. Mon rôle est d'accompagner les entreprises vers une réflexion de l'utilisation de notre solution pour accélérer le recrutement, renforcer l'engagement et optimiser la gestion des talents. Et donc moi-même, je suis David Bernard, donc je suis psychologue du travail de formation, et ça fait 22 ans et demi que j'ai rejoint Assessfirst. Non, donc en fait, je suis fondateur et le CEO d'Assessfirst. Donc Assessfirst, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec un ami d'enfance à la base. Euh, 30 jours après avoir décroché mon master en psychologie du travail. Et en fait, parce que j'étais tout simplement passionné par toutes ces questions liées au potentiel humain. Comment est-ce qu'on peut justement mesurer les comportements des individus, comprendre ce qui distingue une personne d'une autre, et puis les aider justement à tout simplement trouver leur voie et aider les entreprises à recruter mieux. Donc aujourd'hui, chez Assessfirst, on est le leader européen de ce qu'on appelle la People Intelligence. Donc la People Intelligence, c'est quoi? C'est le fait d'apporter justement des insights, des informations à valeur ajoutée qui vont permettre, sur les individus bien sûr, et qui vont permettre aux entreprises, ça peut être les cabinets également, de conseil en recrutement, pourquoi pas, de prendre de meilleures décisions. C'est leur permettre de comprendre comment les gens fonctionnent pour au final les aider à recruter mieux et accompagner le développement des talents. Donc aujourd'hui, à Assessfirst, on travaille avec 3500 clients répartis dans 40 pays. Donc chaque fois, ça me fait quelque chose quand je dis ça, parce que c'est vrai qu'on a, Assessfirst, ça a bien grandi aujourd'hui. Donc on les aide à toutes les étapes, on va dire, de la vie des talents dans l'organisation, depuis l'attraction, la présélection, le recrutement, l'onboarding aussi, mais également le développement, la gestion de la mobilité interne ou encore les succession planning. Donc si on vous parle de tout ça, si on vous donne tout ça, c'est pas simplement pour balancer des gros chiffres, pour faire les malins, entre guillemets, mais c'est pour vous dire, de ce fait, on est un peu dans une position d'observateur privilégié. C'est-à-dire, on voit ce qui se passe dans les entreprises, un peu partout dans le monde, et en France, bien sûr, également, et on observe actuellement plusieurs tendances. La première tendance qu'on observe, c'est que tout a l'air de s'accélérer. On le voit bien, il y a 2 ans et demi, personne parlait d'intelligence artificielle, à part les chercheurs. Et aujourd'hui, c'est partout. Ça a révolutionné la manière dont on fait le job, chacun, chacune. Tout va plus vite également en termes d'obsolescence des compétences. C'est-à-dire qu'en 1983, la durée de vie d'une compétence, elle était de 30 ans. 40 ans après, elle n'est plus que de 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la durée de vie d'une compétence, elle a été divisée par 10. Donc, il va falloir apprendre 10 fois plus, se renouveler 10 fois plus. Et on voit aussi apparaître plein de nouveaux métiers qui n'existaient pas jusqu'alors, qui apportent penser à des métiers comme prompt engineer, par exemple, des gens qui sont spécialisés dans comment est-ce qu'on peut prompter efficacement sur les outils IA. On voit aussi qu'il y a plus d'incertitudes. Donc, il n'y a qu'à ouvrir la télé, pour ceux qui le font encore. Donc, on voit la situation politique, géopolitique, les différentes crises économiques. On a l'impression qu'on ne s'en sort pas. L'urgence climatique également. On a également plus de complexité dans le monde dans lequel on vit, avec un monde de plus en plus globalisé où les échanges maintenant sont mondiaux. On voit aussi, on en parlait un peu, Victoria, juste avant, des différents modes de travail. Donc là, on voit qu'il y a une multiplicité, il y a la coexistence de différents modes de travail, le remote, le full office, le retour au travail. On a également des nouvelles formes de collaboration avec de plus en plus de gens qui s'orientent vers le freelancing. Et enfin, on est dans un monde aussi qui est de plus en plus ambigu. C'est-à-dire que les attentes, par exemple, des collaborateurs, des fois, elles sont parfois un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'on voit bien dans les études, vous savez, sur les facteurs d'engagement et autres, on voit que le salaire, par exemple, est ultra important. Et souvent, on se dit, oui, le sens, alors, bien évidemment, c'est important, la quête de sens, mais il y a des considérations très pratiques, très matérielles aussi qui sont importantes. Et d'un autre côté, on a aussi de grosses attentes par rapport à l'équilibre vie pro, vie perso. Et tout ça, ça fait quoi? C'est que parfois, ça crée un peu des étincelles dans les entreprises entre les collaborateurs, les entreprises, les candidats et les structures dans lesquelles ils envisagent d'évoluer. Mais il y a également un autre sujet qui est particulièrement préoccupant. C'est quoi ce sujet, Victoria?
Mais justement, un point qui est très, très marquant et qui dépend de un peu tout ce que tu as pu dire, David, c'est qu'aujourd'hui, 83% des employeurs anticipent un skill gap d'ici 5 ans. Donc, hop, qu'est-ce que ça veut dire un skill gap? C'est tout simplement l'écart entre les compétences techniques et soft skills que votre entreprise détient aujourd'hui en 2025 et les compétences qui vont être indispensables en 2030 pour que votre entreprise reste compétitive. Donc du coup, quelles sont les compétences qui vont être concernées par ce skill gap? Il y en a beaucoup, mais on peut les regrouper sous 5 catégories. Tout d'abord, on a les compétences digitales et technologiques. Donc là, c'est tout ce qui est lié justement à l'IA, au data analytics, à l'automatisation des process et à la cybersécurité. On va retrouver en deuxième position toutes les compétences liées à la gestion de projet et à l'agilité, avec les méthodes agiles, la gestion des projets digitaux ou encore le design thinking UI/UX. On va retrouver également les compétences qui sont les compétences plus douces, c'est ce qu'on appelle les soft skills et leadership. Donc, de plus en plus, l'intelligence émotionnelle va être importante, la capacité à collaborer, l'esprit critique, la résolution de problèmes, toutes les compétences qui vont être en fait difficilement remplaçables par une IA. En quatrième position, on va retrouver tout ce qui est attrait au marketing et à la relation client, comme le SEO, l'automatisation et le gros hacking. Et enfin, en dernière position, tout ce qui est lié au développement durable et à la RSE, comme par exemple l'éco-conception, comment construire des produits et des services qui vont être plus durables, la finance durable, le SG, ou encore l'économie circulaire et la supply chain responsable. Et c'est vrai que c'est intéressant de noter toutes ces compétences parce que des fois, on peut se dire, surtout quand on regarde les premières, là, je trouve compétences digitales, techno, ouais, ça concerne les startups, les scale-up, les boîtes technologiques. Mais en fait, non, parce que c'est vraiment en train de transformer cette vague IA, la manière de faire le job, même dans des secteurs qui étaient autrefois un peu traditionnels, quoi. Exactement. Et en fait, c'est vrai que ça va être un gros défi pour les entreprises. Ça va être surtout comment est-ce qu'on peut anticiper et accompagner cette transformation des compétences pour faire de la gestion des talents un levier de compétitivité pour l'entreprise. C'est vrai que c'est une très bonne question. Et en fait, ce qu'on a pu observer, c'est que les entreprises, justement, qui s'en sortent le mieux, qui parviennent justement à continuer à être compétitives, à être performantes, en fait, il y a 3 clés sur lesquelles elles s'appuient de manière systématique lorsqu'elles vont justement recruter, mais également accompagner le développement des collaborateurs. Donc, ces 3 grandes clés, eh bien, on va rentrer dans le détail de chacune d'entre elles. On a ce qu'on appelle tout d'abord la job readiness. On a ensuite le fit humain et on a le growth mindset. Donc ces 3 éléments-là, vraiment, si vous vous centrez dessus, si vous faites en sorte de les évaluer de manière pertinente, eh bien, vous allez pouvoir justement passer au niveau supérieur de la gestion des talents. Donc la job readiness, c'est quoi? Eh bien, pour les anglais niveau 1, job, le travail, readiness, être prêt, être to be ready. Donc la job readiness, c'est la capacité d'un candidat à être opérationnel vraiment aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Quand on se dit, par exemple, pour quand est ton recrutement? Pour hier. Généralement, voilà, ce à quoi on pense, c'est je veux quelqu'un qui vraiment peut faire le job dès aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'une personne, elle possède les compétences techniques nécessaires, selon toi, Victoria? Bah, écoute David, la réponse, si on veut la faire courte, c'est que c'est hyper compliqué. Okay. On va, on va d'ailleurs vous proposer des petites questions justement pour savoir quel type de technique vous mettez à disposition pour évaluer toutes les compétences techniques. Alors, je ne sais pas si ça va apparaître. Tac, tac, tac. Emma, tu peux nous envoyer Le, le petit formulaire, le oui. petit sondage, le petit formulaire, ouais. Génial. Donc, on va vous laisser quelques secondes pour pouvoir y répondre. Question dans l'entretien. Okay. Ok, on a déjà plus de la moitié des personnes qui ont répondu. Bon, on voit qu'il y a principalement, ouais, il y a deux choses. Ah, test technique.
Ok, donc les 2 tiers qui ont répondu. Donc on va dire qu'il y a, donc la plupart du temps, ça se fait avec des questions lors de l'entretien, par des études de cas ou des exercices pratiques. Ok, intéressant, intéressant. Mm. Alors, on va revenir à la presse. Hop là. Oh, tu adores Ok, déjà. ça fait sauter à chaque fois. Ouais. Donc tu nous disais c'est compliqué. Donc c'est quoi les techniques à disposition? Exactement. Bah, en fait, si on jette un coup d'œil, à la manière dont c'est fait aujourd'hui sur les différentes techniques qui vont, être à la disposition pour, évaluer les compétences techniques, qu'est-ce qu'on va avoir? On va en avoir principalement 3. Donc, si vous voulez valider les compétences techniques des candidats, vous pouvez faire passer des QCM techniques. Vous allez pouvoir faire passer des entretiens avec des experts. Donc par contre, souvent, ce n'est pas le recruteur qui va le faire, mais c'est vraiment plutôt à l'étape du manager opérationnel. Et vous pouvez également réaliser un test sur le terrain. Donc, tout simplement, vous allez demander à la personne de faire le job. Donc, côté avantage, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour les QCM techniques, c'est facile à déployer. Les entretiens avec les experts, c'est assez fiable généralement. Après, bien évidemment, ça va dépendre de la qualité de l'expert et de ses propres compétences. Et pour le test terrain, c'est-à-dire recruter la personne et la mettre en période d'essai, c'est hyper fiable. Côté inconvénient maintenant. Donc, côté QCM technique. Aujourd'hui, il faut savoir que 75% des candidats utilisent ChatGPT. Ils vont faire des copier-coller, voire des screenshots, et en un clic, ils vont avoir justement la bonne réponse. Pour les entretiens, du coup, avec les experts, c'est intéressant, mais ce n'est pas utilisable à grande échelle. Par exemple, si vous avez 200 candidatures, vous n'allez pas demander à vos managers d'évaluer ces 200 candidats. Et enfin, les tests sur le terrain, c'est extrêmement coûteux. On sait le coût d'un recrutement raté. Donc prendre une personne en période d'essai et lui dire au bout de 2 mois que ça ne fonctionne pas, c'est pas forcément la situation la plus idéale. Donc le verdict, c'est que la plupart de ces techniques à disposition aujourd'hui, soit elles ne fonctionnent pas, soit elles fonctionnent mais avec très peu de candidats, ou sinon elles sont trop risquées et bien trop coûteuses pour l'entreprise pour y aller. Du coup, David, comment est-ce qu'on peut faire pour évaluer justement ces compétences techniques de manière ultra fiable, donc à grande échelle, c'est ce qu'on appelle at scale, et pour la fraction d'un coût d'un expert? Bah, en fait, c'est hyper intéressant comme question parce que, si tu veux, nous, c'est pas vraiment un domaine sur lequel on a été, tu vois, enfin, en tout cas, jusqu'alors, l'évaluation des compétences techniques. Et c'est pas parce qu'on n'y croyait pas qu'on se disait, oui, la personnalité, ça fait tout, on croit pas, on n'a pas besoin de compétences techniques de leur évaluation. Bien évidemment qu'il y a des jobs dans lesquels c'est juste crucial. Mais le problème, c'est que justement, bah, la technologie qui était à disposition, elle ne permettait pas, en fait, d'évaluer justement ça de manière fiable. Et aujourd'hui, eh bien, on est très excité de vous présenter ça. En fait, on a un nouvel outil, une nouvelle solution qui va sortir qui s'appelle Voice. Et Voice, c'est quoi? C'est un agent IA qui s'appuie justement sur ces nouvelles technologies. On parle beaucoup des LLM, donc souvent en tête, on a ChatGPT ou ce genre d'outils, mais en fait, c'est bien plus que ça. En fait, ce sont ce qu'on appelle les large language models, et on s'est appuyé sur ces modèles de langage, on s'est appuyé également sur des algorithmes de machine learning qu'on a spécifiquement entraînés chez Assessfirst pour pouvoir proposer un agent IA. Donc c'est une solution qui va simuler un entretien avec des candidats. On va poser des questions à vos candidats. Vous allez pouvoir choisir également les questions. Il y en a qui vont vous être suggérées. Vous allez pouvoir ajuster le niveau auquel vous attendez le candidat, tweaker un peu les questions. Et donc, eh bien, au travers de cet échange, on va pouvoir analyser les réponses du candidat et évaluer de manière, on va le voir, ultra fiable et de manière extrêmement rapide et de manière surtout très naturelle, eh bien, n'importe quel type de compétences techniques, n'importe quelle langue pour vos candidats. Et ça, vous pouvez le faire, on le verra, aussi bien pour les candidats que pour les collaborateurs, collaboratrices en interne. Et le plus intéressant, c'est que tous les tests qu'on a fait, les études de validation qu'on a fait préalablement à la mise sur le marché de Voice, eh bien, montrent qu'on a 90% de convergence entre les résultats qui sont fournis par Voice et les évaluations qui seraient fournies par des experts du domaine que l'on cherche à évaluer. Donc ensuite, on va avoir le fit humain. Donc le fit humain, c'est quoi? C'est partir du principe que avoir les bonnes compétences techniques, c'est bien, mais ça suffit pas pour faire le job. Parce que quand vous recrutez une personne, c'est qu'elle réussisse, mais qu'elle réussisse chez vous, dans votre environnement, dans votre culture. Et il y a des jobs dans lesquels aussi, parfois, les aspects comportementaux vont avoir un impact très
très fort en fait sur la réussite. Hop là. Donc au niveau des recrutements, où est-ce qu'on observe par rapport à ce sujet-là? Eh bien, c'est que quand on regarde la plupart enfin, les résultats qui sont fournis par le recrutement aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'au bout de 18 mois, quand vous suivez, par exemple, 10 000 personnes qui ont été recrutées, vous les suivez pendant 18 mois, eh bien, on a 46% des personnes recrutées eh bien, qui ne seront plus en poste. Soit parce qu'elles auront démissionné, soit parce que vous les aurez remerciés entre guillemets. Et donc ça peut être un peu préoccupant de dire une fois sur deux ça marche pas, mais la partie la plus intéressante de l'histoire, c'est pourquoi ça ne marche pas. Et on se rend compte que 9 fois sur 10, c'est-à-dire dans 89% des cas, eh bien c'est pour des questions de facteurs comportementaux. C'est-à-dire c'est pas parce que la personne n'a pas les connaissances, n'a pas les compétences, mais c'est pour des sujets de comportement. Donc on a repéré 3 types de problèmes comportementaux, si on peut dire, qui peuvent arriver. Le premier, c'est le mauvais fit culturel, c'est-à-dire vous avez recruté une personne et elle ne colle pas par rapport au job, elle ne s'intègre pas dans la culture, c'est-à-dire que ses valeurs sont en décalage par rapport à ce qui fait l'ADN culturel de votre entreprise. Deuxième problème qu'on peut avoir, c'est lorsque la personne a des comportements inadaptés. Typiquement, par exemple, pour réussir, vous vous rendez compte que ceux ou celles qui réussissent le mieux sont, j'en sais rien moi, extravertis, alors que le candidat est hyper introverti. Il faut mieux être organisé, la personne n'est pas du tout structurée. Il faut mieux avoir la capacité à maîtriser ses émotions, je ne sais pas moi, pour des jobs, par exemple, d'accueil, quand on est en relation du public, la personne va être hyper spontanée, voire un peu explosive. Et on peut également avoir les problèmes d'affinité. C'est-à-dire, n'oublions pas, nous sommes des êtres humains. Parfois, on peut avoir un candidat, une candidate qui va avoir les compétences techniques, qui colle par rapport à la culture, mais à un moment donné, ça ne passe pas avec le ou la future manager ou avec l'équipe en place. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si une personne a les comportements adaptés pour réussir en poste dans le contexte culturel de la boîte? Comment on peut faire ça? Comment ça se passe, Victoria? Et là aussi, David, c'est pas si simple. Parce que si, hop, je vais passer à la slide suivante. Voilà, parfait. Donc en fait, là, si on regarde les techniques à disposition pour évaluer justement cet aspect humain, qu'est-ce qu'on a? On a les entretiens, les prises de référence et les tests sur le terrain. Côté avantage, les entretiens, c'est facile à déployer, on sait tous en faire. Les prises de référence, c'est facile à obtenir. Et les tests terrain, c'est hyper fiable parce que vous allez pouvoir voir la personne évoluer. Mais par contre, il faut vraiment prêter attention, c'est que le candidat peut faire illusion jusqu'à la validation de sa période d'essai. Et c'est d'ailleurs souvent une fois la PE validée que le candidat va vraiment se révéler. Maintenant, côté inconvénient, pour les entretiens, on va avoir malheureusement de nombreux biais cognitifs. On est humain, c'est normal, il en existe plus de 180 aujourd'hui. La prise de référence, c'est bien, vous avez un avis, mais par contre, c'est difficile de le contextualiser. C'est-à-dire que le contexte de votre entreprise est différent de celui dans l'entreprise dans lequel est passé votre candidat. Et puis, il peut avoir aussi tout ce qui est biais de la personne qui vous fournit cette prise de référence. Quant aux tests sur le terrain, là aussi, ils vont être extrêmement coûteux. Donc, verdict, encore une fois, pas très fiable, risqué, et ça peut coûter énormément d'argent. Et donc, du coup, comment on fait? Écoute, David, du coup, comme tu le sais, avec Assess First, on a développé, en s'appuyant sur la science de la psychométrie, 3 outils. Swipe, Drive et Brain. Donc là, en fait, on va évaluer respectivement la personnalité, les motivations et les capacités de raisonnement des candidats et des collaborateurs. Aujourd'hui, c'est vraiment la technique la plus fiable qui existe à ce jour pour analyser le comportement humain. Toutes ces informations combinées vont vous permettre de mieux comprendre la capacité d'une personne à réussir en poste et à être engagée dans la durée. Parce qu'en fait, il faut vraiment garder en tête que les tests psychométriques aujourd'hui permettent d'anticiper jusqu'à 70% de la performance en poste. Donc après… Non, vas-y, je t'en prie. Après, c'est ce que, bien évidemment, tout va dépendre du poste. Si par exemple, vous embauchez un chirurgien cardiaque, forcément, la technique va avoir plus d'importance que l'aspect soft skills. Ceci étant dit, ce chirurgien a quand même besoin de se coordonner, de travailler de manière fluide et efficace avec des personnes qui l'entourent au bloc opératoire. Du coup, dernier point, on vit dans un monde en pleine transformation.
On l'a vu, votre entreprise doit se transformer. Mais vos collaborateurs doivent également se transformer. Si votre entreprise croît de 20 par an, par exemple, est-ce que vos collaborateurs sont capables d'évoluer également de 20 par an? Ouais, c'est hyper important ça. D'ailleurs, c'est marrant, mais enfin, on en parlait la dernière fois enfin, on en parle régulièrement pendant nos team building. C'est-à-dire que bon, l'exemple que tu as donné, je trouve ça hyper bien. C'est en effet, la boîte croît de 20% par an. Euh, Qu'est-ce qu'on fait chacun pour devenir meilleur? Parce qu'on arrive parfois sur des problématiques qui sont de plus en plus complexes de la part de nos clients. Donc, on a le devoir à un moment donné de tous se mettre à niveau pour progresser en même temps. Ouais. Exactement, et c'est vrai que moi, ça fait 3 ans et demi que je suis chez Assessforce et je vois une évolution du métier qui est assez Mm. forte, et forcément, on doit tous, s'adapter et faire grandir nos compétences avec, la croissance de l'entreprise. Et du coup, c'est là justement que la notion de growth mindset, elle prend vraiment toute son importance. Qu'est-ce que le growth mindset? C'est vraiment cette croyance que la capacité, l'intelligence et les talents peuvent être développés à travers l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Et c'est vraiment à ce jour l'un des prédicteurs les plus puissants de la capacité à évoluer. Ouais, carrément. Et c'est vrai que souvent, on parle de l'opposition entre ce qu'on appelle le growth mindset, donc en français, c'est l'esprit de croissance, et l'esprit fixe, le fixed mindset. En fait, c'est vraiment, et tu as parlé de croyance, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment se dire à un moment donné, c'est quoi ma croyance fondamentale? Si jamais je pense que les résultats que j'obtiens, en fait, je peux rien y faire. Voilà, il y a des gens qui sont smart et des gens qui sont pas smart. Il y a des gens qui ont la capacité à sortir de leur zone de confort et d'autres non. En fait, tu peux pas te développer, en fait, c'est terrible. Et le truc, c'est que ça, alors on peut le faire évoluer un petit peu, mais c'est vrai que c'est quand même assez ancré. Et en fait, on s'est rendu compte, en faisant des études, justement, sur les millions de profils qui passent à Sesta chaque année, qu'il y a quand même ce qu'on appelle des patterns. Un pattern, c'est quoi? C'est c'est un modèle, c'est une configuration. Il y a des configurations un peu récurrentes qu'on va retrouver chez celles et ceux, et bien justement, qui ont tendance à continuer à progresser de manière continue. Et en fait, on va trouver quoi? Des attitudes comme la curiosité intellectuelle, la proactivité, capacité d'apprentissage, la faculté à sortir de sa zone de confort, le côté, le côté, c'est ça, le côté très proactif. J'accepte de me mettre en danger, même bien sûr, ça sera des risques calculés. Et en fait, ça, on a créé un indicateur. On a créé un indicateur qui s'appelle l'indicateur A-Player. Donc, vous l'avez sûrement déjà vu pour celles et ceux qui utilisent déjà Assessforce. Chez certains candidats, des fois, vous avez une petite étoile et quand vous passez le curseur dessus, vous voyez, il y a un chiffre entre 0 et 100%. Et ça, en fait, c'est ce pourcentage, il vous dit dans quelle mesure le profil de la personne que vous étudiez en face de vous, là, présente ce growth mindset. Et ce qu'on va observer, c'est que les gens qui ont un score à player qui est supérieur à 80%, ils ont 6 fois plus de probabilité justement d'être dans cet esprit growth mindset, d'avoir cette tendance à vouloir sans cesse se réinventer, se renouveler, ne pas se satisfaire du statu quo et continuer tout simplement à progresser. Donc en résumé, si vous souhaitez faire passer véritablement votre recrutement, mais aussi votre gestion des talents au niveau supérieur et, encore une fois, recruter des personnes, des individus qui sauront et qui aimeront évoluer dans un environnement en pleine transformation, qui est l'environnement dans lequel on évolue actuellement, hyper essentiel de se centrer sur ces 3 grands domaines. Donc, on a bien évalué la job readiness. S'il y a des compétences techniques qui sont essentielles, il faut les valider. On ne peut pas faire l'impasse dessus. Bien évidemment, ça ne suffit pas. Il faut s'assurer également que la personne va avoir un bon fit humain et également le growth mindset qui va nous... C'est un peu, si vous voulez, la job readiness, c'est ce que la personne sait faire. Le fit humain, c'est qui elle est. Et le growth mindset, c'est qui elle pourrait devenir si elle était placée dans un autre contexte. Donc, la job readiness, vous pouvez désormais l'évaluer au travers de Voice. Voice, donc le nouvel agent IA, donc qui va sortir à la fin du premier trimestre, donc aux alentours de fin mars, dans à peu près un mois, tout pile. Donc, il va vous permettre d'évaluer at scale, à l'échelle, à la fois les compétences techniques, mais également les langues des candidats et des candidates ou de vos collaborateurs. Et franchement, testez-le quand il va être dispo. Je vous assure, c'est absolument bluffant. Quand l'équipe Science Innovation nous en a parlé, a présenté le truc,
Au départ, je me suis dit, ouais, ok, on va sur les compétences techniques, pourquoi pas. Et le jour où ils me l'ont mis entre les mains, tu sais, je l'ai fait avec le niveau d'anglais, avec certaines compétences techniques, mais je me suis dit, mais c'est complètement dingue. Là, on est vraiment dans un breakthrough, quoi. Pour le fit humain, donc vous connaissez déjà, Swipe, Drive, Brain, les 3 outils pour évaluer respectivement personnalité, motivation, raisonnement, et pour évaluer le growth mindset. Donc là, il n'y a pas besoin de refaire passer des vals. On est sur, c'est plutôt un prisme, c'est des indicateurs complémentaires tirés de Swipe, Drive, Brain qui vont vous permettre de valider que le candidat, la candidate aura la capacité à évoluer. Comment ça se passe pour le candidat du coup ? Exactement. En fait, à travers ces évaluations, on va pouvoir le réaliser en proposant une expérience candidat ultra fluide et engageante. En fait, tout a été conçu pour être utilisé sur mobile. Chaque Yes. Ouais, et franchement, c'est vraiment dans l'air du temps. On le voit bien avec les applications aujourd'hui. Tout doit être mobile first, etc. Donc, et par la suite, justement, chaque personne va avoir un rapport complet de ses talents avec ses points forts et ses axes de développement. Et surtout, hyper important, vous assurer d'une satisfaction littéralement optimale. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, à Assess First, on est la seule solution qui a un score de 4,9 sur 5, passé sur plus de 2500 évaluations. Et vraiment, je vous invite à regarder du coup sur Google, vous tapez Assess First dans la barre de recherche et vous allez pouvoir voir ce score. Non, c'est hyper important ce que tu dis parce que parfois, il y a aussi cette question, c'est de se dire ouais, mais attends, je rajoute des tests, ça va saouler mes candidats. Les candidats se plaignent déjà des processus qui sont trop longs. En fait, et des fois, tu sais, on arrive à ce truc où il y a de plus en plus d'entreprises qui pensent, et de recruteurs, je les comprends, qui pensent que la bonne expérience, c'est l'expérience la plus courte possible. Mais en fait, c'est pas ça. Il faut bien se dire que et on le vérifie, je veux dire, en regardant les taux d'engagement des candidats pendant différents processus. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est la question fondamentale à se poser, c'est il y a quoi pour le candidat dans mon processus de recrutement ? Si jamais le processus il dure 10 secondes, vous dites upload CV, boum boum, merci, terminé, bonsoir, merci d'avoir envoyé le CV, on reviendra vers vous. Valeur pour le candidat, 0. Alors bien, ça ne lui a pas pris beaucoup de temps. Mais même si vous le sollicitez pendant 5 minutes, 10 minutes, même un quart d'heure, si vous lui apportez de la valeur, c'est-à-dire si à un moment donné, le candidat, il donne quelque chose de lui, il donne de son temps, derrière, vous allez pouvoir lui fournir un feedback complet sur ses talents, ses points forts. Même s'il n'est pas retenu, en fait, il va en tirer quelque chose. Et c'est ça qui est important. Donc, toujours bien avoir en tête, ce qui est important véritablement, ce n'est pas la durée du processus de recrutement, mais c'est véritablement la valeur que vous êtes en mesure d'apporter à vos candidats. Donc, les résultats que vous pouvez viser, une fois que vous déployez ce type d'approche, c'est quoi ? En fait, nous, on le mesure chez nos clients. On a une approche qui est très, très, très héroïste, ce qui nous distingue un peu sur le secteur. Des fois, on dit on est un peu obsédé par les chiffres, mais en fait, c'est hyper important parce qu'on n'a pas envie juste de vous balancer une solution pour faire joli. OK, je fais passer un test, j'ajoute des data au profil du candidat. Non, c'est pas ça en fait. Ça doit avoir un impact sur la bottom line, sur votre business. Et ce qu'on observe, c'est que les entreprises qui déploient l'approche prédictive dans le cadre du recrutement en s'intéressant notamment au potentiel des candidats, ça va leur permettre de recruter des candidats qui sont en moyenne 30%, enfin des collaborateurs 30% plus performants en poste. Ça, on le mesure, bien évidemment, c'est facile quand c'est pour des jobs de commerciaux, mais on a aussi d'autres KPI pour d'autres types, par exemple pour des chefs de projet, par exemple pour des gens dans le marketing ou autres. Vous allez recruter des collaborateurs qui vont être plus engagés, c'est-à-dire qui vont mettre plus d'énergie dans le cadre de leur job et qui vont rester plus longtemps en poste, jusqu'à 2,5 fois en moyenne. Et également, vous allez pouvoir, et c'est un peu la conséquence logique, diminuer le taux de turnover de moitié. Bien évidemment, là, c'est des chiffres moyens, on a mis la petite astérix, ça va dépendre d'où vous partez, ça va dépendre des populations auxquelles vous vous adressez, mais il faut bien se dire, c'est pas de la magie en fait. Si vous recrutez à un moment donné quelqu'un dont le naturel va dans le sens du job que vous lui demandez de faire, la personne, elle a des motivations, c'est ce qu'on voit avec Drive. Ces moteurs vont vous assurer qu'ils sont cohérents par rapport à qui vous êtes, ce que vous allez pouvoir offrir en tant que terrain de jeu, en tant qu'entreprise. C'est normal en fait que la personne se sente mieux et délivre davantage. Donc voilà ce qu'on voulait partager avec vous. On espère que vous aurez appris 2-3 trucs et que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, je pense que nous, on s'est éclaté, Victoria. Exactement. D'ailleurs, on va vous remettre un dernier petit sondage. Donc, Emmanuel, si tu peux l'afficher.
Donc voilà, on vous propose, si vous le souhaitez, si vous souhaitez aller plus loin, bien évidemment, ça n'engage à rien, mais l'idée, c'est de vous permettre de rentrer un peu dans le détail, parce qu'en 30, ça va durer quoi, 30 minutes, ouais, 30 minutes Oui. pile, forcément, on n'a pas le temps de couvrir tous les éléments, et surtout de vous présenter comment ce type de solution pourrait s'adapter à votre cas précis. Parce que parfois, vous pouvez vous dire, ouais, mais moi, voilà, j'ai tel type de profil, ce sont des vendeurs en magasin, des vendeuses en magasin, ou alors ce sont des profils de dirigeants. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on le fait passer sur des profils de gens, par exemple, qui sont dans des COMEX ou pas? Et sur les populations techniques, est-ce que ça peut fonctionner? Et donc, on est là pour... En fait, c'est notre job, vous l'aurez bien compris. Nous, on est passionnés par ce sujet-là. On adore littéralement échanger avec nos clients, avec des prospects, découvrir de nouvelles problématiques. Donc, si on peut vous accompagner et voir déjà, est-ce qu'on est en mesure de répondre à votre problématique, parce que parfois on ne l'est pas, on vous dira non, on ne peut pas le faire, mais si on peut le faire, on peut étudier ça ensemble. Voilà. Donc, merci infiniment, en tout cas. Est-ce qu'on embauche Stéphanie? Oui, alors vous l'aurez bien compris, on ne va pas recruter sur le CV, hein, on recrute sur le potentiel, on recrute aussi sur les compétences techniques, mais ça se fera au travers de Vogue. Mais oui, on a tous nos jobs ouverts qui sont sur notre page Welcome to the Jungle. Il me semble qu'on a encore quelques jobs ouverts. Oui, on en a encore quelques-uns. Génial. Et écoutez, merci infiniment. Et puis, de toute manière, vous savez où nous trouver. Hein. C'est facile. On est sur LinkedIn. Vous pouvez nous envoyer un petit message. Si vous souhaitez échanger encore une fois, ça sera avec grand plaisir. Donc, on vous remercie de votre participation. Et puis, on vous souhaite une excellente journée et une bonne continuation. À très vite. Très bonne journée.